Vous connaissez peut-être Joël Labruyère comme l'auteur-compositeur des chansons des Brigandes, ou encore comme le fondateur de la communauté de la Rose et de l'Épée. Peut-être savez-vous aussi qu'en tant qu'ennemi de l'ordre établi, il a été énormément diabolisé dans les médias ainsi que sur Wikipédia, et qu'il y a beaucoup de calomnies sur son nom. Mais Joël Labruyère a encore bien d'autres facettes inconnues du public et qui méritent pourtant d'être connues. En effet, il a été pendant des décennies un chercheur infatigable dans les domaines de la spiritualité et de la politique occulte, et toutes ses actions s'inscrivent dans un courant spirituel précis. Le but de cette série d'émissions va donc être de présenter la philosophie ainsi que le travail de fond de Joël Labruyère. Cette première émission va présenter le groupe qu'il a fondé en 2004 et qui s'appelle aujourd'hui la Communauté de la Rose et de l'Épée. Bonjour à tous. Donc première question, Joël, pourquoi as-tu fondé cette communauté en 2004 ? Quel est le but de la communauté de la Rose et de l'Épée ? Sans doute parce que je me sentais pas à l'aise dans la société, ne trouvant pas une place véritablement, je dirais, non pas à ma mesure, mais qui me convienne. Donc j'ai fait différentes choses, mais toujours en sautant, on peut dire, d'une occupation à l'autre, et en gardant comme ligne directrice une quête philosophique, et puis la création, particulièrement la création musicale, mais ne désirant pas non plus aller dans les milieux où on pourrait vivre avec ces éléments, n'est-ce pas ? J'ai jamais pensé devenir un professionnel dans la chanson ou dans quoi que ce soit. Et la société, donc, je l'ai perçue, je l'ai captée, disons, d'une façon un peu avec beaucoup de recul, toujours, peut-être avec méfiance, peut-être parfois aussi avec l'intolérance de la jeunesse, hein. Étant d'un tempérament, bien que n'étant pas gauchiste, d'un tempérament radicalement révolutionnaire, c'est-à-dire je suis évidemment, oui, favorable à tout ce qui est changement, expérimentation dans ce qu'on peut appeler le cadre de l'ère du Verseau. Voilà. La nation libre, enfin la communauté que j'ai fondée, c'est une expérience pour pour s'adapter, s'harmoniser avec ce que je crois être l'ère du Verseau. Est-ce qu'on peut juste expliquer en quelques mots l'ère du Verseau pour les auditeurs ? L'ère du Verseau, vous savez, c'est facile, hein, tout ça c'est les tartes à la crème. Après l'ère des poissons, il y a l'ère du Verseau. Nous entrons dans l'ère du Verseau. C'est toujours difficile de fixer les dates. Certains le fixent précisément depuis le 19e, d'autres plus anciennement. Certains strictement à partir des années 50, et d'autres dira que ça démarre seulement dans quelques siècles. Mais bon, c'est toujours un chevauchement entre deux ères. Et on a connu, nous, la période après les années 50-60 où réellement des influences particulières se sont manifestées dans le système solaire, c'est-à-dire l'importance qu'a pris la planète Uranus, la planète Pluton, la planète Neptune, et avec les découvertes d'ailleurs qui correspondent au plutonium, à l'uranium, au neptunium, comme par hasard. Et on dit que l'ère du Verseau est particulièrement, effectivement, marquée par la planète Uranus, qui est selon la tradition de certains sages et clairvoyants, une planète qui rayonne des énergies extrêmement particulières de transformation, de dissociation des éléments lourds, on peut dire les éléments qui sont propres à Saturne. On voit que c'est une planète qui est en contradiction, voire en opposition avec les éléments saturniens qui sont conservateurs, rigides. C'est donc une planète qui amène les éléments révolutionnaires en positif ou en négatif. Ouais. C'est pourquoi on a parlé dans cette ère du Verseau d'une action déstructurante d'Uranus
et des autres planètes comme Neptune et Pluton, mais particulièrement d'Uranus, comme étant amenant une dissociation dans les choses, une dématérialisation qui peut être de deux niveaux. On a parlé de dématérialisation positive, c'est-à-dire renouvelante, et dématérialisation négative, c'est-à-dire qui fait tomber en fait le niveau moral, qui fait tomber... qui fait régresser, qui est un retour en arrière. Qui est une régression. Et ça, quand on veut être un révolutionnaire, il faut faire très très attention de ne pas tomber dans la révolution bateau qui est simplement la destruction et qui mène à la tyrannie. Comme ce fut le cas dans la Révolution française. La Révolution française est un effet effectivement de l'ère du Verseau, et on peut dire un effet négatif, de dématérialisation négative, où tout ce qui est ancien doit être détruit sans mesure. Vous voyez, donc qui va porter à des excès et qui vont faire que les influences de renouvellement vont se retourner en des influences de tyrannie, de destruction, comme on a vu la terreur pendant la Révolution française. C'est un épiphénomène évidemment de cette révolution, on peut dire, cosmique qui est en train d'arriver, survenir dans le système solaire. Oui, par exemple, le monde numérique est un bon exemple aussi de la dématérialisation négative. On recrée une réalité qui n'est pas matérielle, qui est... Le monde numérique, on peut dire le monde scientifique est un effet de la dématérialisation, mais qui va vers le négatif, qui ne renouvelle pas l'âme et la conscience, qui n'apporte que des éléments artificiels, on peut dire, de renouvellement par la technologie. D'accord ? Qu'est-ce qu'on entend du coup par dématérialisation positive ? Comment est-ce qu'on peut... Eh bien, comme je le dis, c'est la dématérialisation positive de l'ère du Verseau. C'est non pas les hippies des années 60, ça c'est un phénomène, on peut dire, une hypertrophie de l'influence à un certain moment de la planète Uranus, où en fait il n'y a plus du tout de structure possible. Et il faut recréer des structures. Donc, il est vrai que ces influences déstructurent, mais c'est à nous de recréer des structures justes qui correspondent à ces influences, n'est-ce pas ? Et intérieurement, on a parlé de renouvellement de la conscience, de changement de conscience, comme ils ont dit, dans le nouvel âge, le nouveau paradigme. Mais ça aussi, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est un renouvellement total qui, sur les siècles qui vont venir, tout va être changé et bouleversé. Et on peut s'attrister de voir des choses vénérables qui sont bousculées un peu avec arrogance, violence, et vous voyez. Mais maintenant, toutes les anciennes structures étatiques, économiques, religieuses vont devoir être transformées. C'est impossible de faire autrement parce que c'est la réalité. C'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer. C'est pas quelque chose. On est en train d'accompagner une réalité. Bien sûr, c'est des ères cosmiques qui sont de fait. Donc pour toi, par exemple, le fait d'avoir créé une communauté comme tu l'as créée, c'est pas du tout dans l'idée de repli, mais c'est plutôt dans l'idée pionnière de devancer en fait un mouvement, d'une certaine façon. Oui, c'est pas pour se replier, c'est pour tenter de voir comment un groupe humain peut s'harmoniser dans ses influences nouvelles, n'est-ce pas ? Sans aller dans la destruction, la révolution, en tenant compte des formes, on peut dire, admises, qui sont vénérables en elles-mêmes, mais tout en se distanciant de tout ce qui est en fait rétrograde maintenant, on peut dire, au plan religieux, au plan social. C'est une expérience, oui, de l'ère du Verseau. Je ne sais pas comment dire autrement. Moi, je suis un enfant du Verseau et j'essaye de faire quelque chose qui soit harmonisé avec la réalité cosmique, mais de manière constructive, pas révolutionnaire, destructive. Tu as mentionné le terme de nation libre. C'était le nom que tu as donné à la communauté au début. Pourquoi ce nom, la nation libre ? La nation libre, c'est pas que... c'est pas une nouvelle nation. L'idée de nation libre, c'est comme on dit, les Indiens, on dit la nation indienne. La nation indienne, la nation libre n'est pas une notion sectaire. C'est le regroupement de toutes les communautés
qui peuvent s'exercer à vivre selon leur génie propre, n'est-ce pas, et qui participent tous de la grande nation libre planétaire, on peut dire, qui est un rassemblement de tribus, et c'est pourquoi nous avons parlé de clans. N'est-ce pas ? Nous n'avons pas, j'ai pas du tout le désir d'enrôler des gens dans ma communauté ou quoi que ce soit. Mais j'invite tous ceux qui ont des idées communautaires de se rassembler et de faire leur propre communauté comme ils le veulent, s'organiser comme ils le veulent, ce qui aujourd'hui est interdit d'ailleurs, n'est-ce pas ? Là on va en parler, parce qu'on voit bien qu'il y a un système de résistance qui veut nous empêcher de vivre une vie alternative, non pas en dehors de la société, puisqu'on est dans la société, on est bien obligé de vivre dans la société, mais avec des formes d'organisation comme nous, communautaires, qui sont collectives, qui sont, comment dire... Fraternelles, quoi d'autre ? Participative, aujourd'hui ils aiment bien le terme, participatif. Ouais. Ouais. Mais qui regardent que ceux que ça intéresse, n'est-ce pas ? Ce qui nous différencie des révolutionnaires, par exemple, des marxistes, des communistes, des socialistes, c'est qu'ils veulent globaliser tout le monde dans le même système. Et non, c'est pourquoi d'ailleurs les communistes dans les années 60 étaient opposés aux communautés. Ils disaient, nous on veut un socialisme international pour tout le monde, on veut la même société pour tout le monde. Ma démarche est que je ne veux pas de société pour tout le monde. Je veux que chacun puisse vivre dans la société qui lui plaît. Bien sûr, c'est la liberté qui domine. Eh oui. Alors une autre question, on parle de communauté de la rose et de l'épée, mais il faudrait peut-être expliquer qu'est-ce que représente le symbole de la rose et de l'épée. Symboliquement, la rose est venue de Perse. C'est une fleur qui est venue de Perse, de Babylonie, je crois, rapportée par les croisés. Et c'est devenu en Occident le symbole mystique de l'âme. L'âme qui est en bouton et qui s'épanouit sous la grâce divine et qui répand son parfum, évidemment incomparable, le parfum de la rose. Voilà pour la rose. Et pour l'épée c'est l'esprit, c'est toujours symboliser l'esprit, la volonté et l'esprit. Donc c'est une union de l'esprit, de l'âme et de l'esprit, et on peut dire du cœur et de la tête, ce qui est recherché. L'amour et l'intelligence. D'accord. C'est au final le but, la destinée de l'homme, on peut dire. L'homme doit devenir rempli d'amour et d'intelligence. L'un ne peut pas aller sans l'autre, sinon il y aurait une hypertrophie de l'un et de l'autre qui est dangereuse. D'accord. Alors, autre sujet, dans plusieurs écrits fondateurs de cette communauté, certains écrits que d'ailleurs certaines personnes qui nous suivent doivent connaître, nous parlons du royaume elfique. Oui. Ça a été mal compris par certains, ça n'a rien à voir avec Tolkien, est-ce que tu peux nous expliquer? À vrai dire, ça ne peut pas être mal compris par certains, c'est totalement incompréhensible. Cette histoire de royaume elfique, on s'est beaucoup moqué de nous, alors parce qu'on était dans une période post-Tolkien, on peut dire, où il y a eu une récupération du mythe des elfes par Hollywood pour en faire des créatures, disons, quasi humaines, mais en même temps un peu surnaturelles, merveilleuses, féeriques. Alors, simplement, d'où vient cette histoire d'elfes ? D'où vient cette histoire d'elfes ? Elle vient de la mythologie nordique, germanique, où certains dieux reçoivent en héritage des royaumes, comme le dieu Frey, qu'on appelle le Seigneur, reçoit le royaume des elfes. Les elfes ont été assimilés ensuite dans le christianisme aux anges. Donc le royaume des elfes, on peut comprendre comme étant un royaume angélique, mais qui n'est pas vaporeux, qui n'est pas fantomatique. Ce sont des êtres divins qui ont une stature physique un peu comme les dieux. On peut dire que les elfes sont les premiers enfants des dieux, d'où sont descendus les hommes. D'accord. Alors le royaume elfique est analogiquement, c'est une théâtralisation, ce qu'on a voulu faire, une reproduction analogique pour s'impliquer dans un
dans une sphère cosmique qui est le royaume angélique, en fait, voilà. Sans que nous soyons même nous-mêmes des elfes ni des anges, bien entendu. Parce que l'analogie est toujours intéressante. Vous voyez, l'analogie, par exemple, aussi bien dans l'Église, aussi bien dans la franc-maçonnerie, on s'identifie à des formes grandioses pour s'élever, pour élever l'esprit. Pourquoi s'être basé sur la mythologie nordique? Parce que particulièrement sur cette tradition et pas oui, d'autres. La mythologie nordique est très intéressante parce qu'elle est peu connue, contrairement à ce qu'on pense, et elle présente deux types de dieux, de divinités, n'est-ce pas? C'est pas comme les Grecs où il y a des différences. On voit les conflits qu'il y a pendant la guerre de Troie entre Poséidon et puis Mars, et puis certains prennent parti pour l'un ou l'autre côté. D'un côté c'est Troie, de l'autre côté c'est les Grecs et Sparte. Hein. Et c'est très tranché. Les dieux se séparent en deux clans, on peut dire. Et bien dans la mythologie nordique, c'est parfaitement réglé. Il y a une guerre entre les dieux. Il y a les dieux qu'on appelle Asir, les dieux du système solaire, et puis il y a des divinités mystérieuses qui apparaissent à un certain moment, qu'on appelle les Vanir, et qui sont en conflit, ou qui font irruption dans le système solaire, qui ne sont pas naturellement inclus dedans, mais leur force, leur charisme, leur énergie perturbent le système solaire des dieux Asir, dont le dieu dominant est Odin. Et parmi ces dieux Vanir, la déesse Freya est en première ligne comme étant une puissance qui descend dans notre univers pour apporter l'amour, n'est-ce pas? Qui n'a rien à voir avec Vénus. Ouais. Vénus est l'amour humain. Freya est l'amour, surhumain, divin. C'est Uranus, comme tu disais tout à l'heure. C'est Uranus. Freya est identifiée à Uranus. D'où l'analogie pour nous de cette mythologie, de ces aspects mythologiques avec notre théâtralisation, on peut dire culturelle, puisqu'il faut bien avoir des formes culturelles, produire une musique, produire de la danse, produire tout ce qu'une culture a besoin pour exister. Et on a pris ces modèles. Tout à fait. Oui, parce que pour toi, il y avait quand même un défi dans le fait de former une communauté. C'était de voir aussi la décadence culturelle dans la société, on va dire, commune. Oui. Et c'était de recréer dans une communauté une culture originale pour que cette communauté puisse perdurer dans le temps. Ouais. Donc qui dit culture dit aussi des éléments entre guillemets sacrés et religieux, quoi. Voilà. Il faut qu'il y ait dans une culture... Parce que normalement, la culture et la religion ne sont pas des éléments traditionnellement divisés. N'est-ce pas? La religion pour les Grecs, la religion c'est la culture. N'est-ce pas? Pour les anciens, la culture c'est la religion. Dans le monde chrétien, très longtemps, la culture c'était la religion. C'est la religion qui donne la culture. Puisqu'elle est d'une essence supérieure, elle doit donner des formes culturelles après, avec les rites, avec les fêtes, avec tout ce qu'on voudra. C'est une culture. Et avec l'apparition de l'athéisme, on peut dire la division s'est faite entre une culture profane et une culture sacrée qui a été progressivement abandonnée au profit d'une culture profane qui met en avant l'individualisme, la personnalité des gens, des êtres, plutôt que le collectif, plutôt que le corps, on peut dire comme dans l'Église, le corps du Christ devient secondaire par rapport à ma créativité personnelle où je dois, et ça apparaît avec le romantisme, avec Beethoven, avec ces grands compositeurs qui sont en rupture avec la musique plus ancienne, baroque, qui elle est encore une musique qui parle du collectif, on peut dire. Elle est religieuse encore. Et après, la musique devient les émotions personnelles, le psychisme se manifeste, individuel. Humain, ouais. Et puis de plus en plus, ça se déstructure jusqu'à, dans la peinture, partout, on ne traite plus de sujets sacrés, on traite que des sujets profanes. Et en plus, avec le XXe siècle, avec l'apparition de la peinture moderne, on brise même les choses profanes en les rendant absurdes, si vous voulez. Il n'y a plus de lien avec rien de transcendant. Ok. D'accord. Donc en fait,
L'aspect elfique, en fait, c'était pour reprendre... si on voulait recréer une culture comme tu as voulu le faire, c'était de reprendre le principe le plus élevé que l'être humain peut à peine penser, en fait, d'une certaine manière. Mais c'était au moins de baser cette culture-là sur l'aspect le plus divin qu'il y avait en l'être humain, quoi. Oui. C'est le plus intérieur. Oui. C'était de retrouver une espèce de religion, mais basée sur l'aspect spirituel qu'il y a dans l'être humain. Oui. On peut l'appeler Christ, on peut l'appeler de différentes façons. C'est tenir compte qu'il y a effectivement un principe spirituel dans l'être, ce qui d'ailleurs a été pas interdit, mais oui, interdit par l'Église. L'Église a dit non, l'homme n'a pas de principe divin en lui, il n'est qu'une créature. Donc l'Église est tombée dans une sorte de dualité entre l'âme et le corps. Il n'y avait plus l'intermédiaire de l'esprit. Alors que pour les anciens, il y avait un esprit, une âme et un corps. L'esprit étant la parcelle divine en nous, ce qui est nié évidemment dans le catholicisme. Il n'y a pas de parcelle divine. Alors nous, évidemment, nous nous incluons dans un courant philosophique, on peut dire, qu'on appelle le gnostique, qui dit oui, il y a dans l'être un principe spirituel divin qui doit renaître. Le Christ doit renaître en nous. Il est en nous, mais il doit renaître. Il a été crucifié et mort, et il doit renaître. Ouais, tout à fait. Oui, tu l'as très bien expliqué dans les commentaires que tu as fait sur la chanson Là-haut, où tu expliques que c'est le vrai christianisme, on peut dire. Je ne sais pas si tout ça intéresse les gens, parce qu'on a l'impression qu'on parle de tout ça et que ça tombe dans le vide, que nos contemporains ne s'intéressent plus réellement aux problèmes religieux. Ils sont perturbés par on leur amène l'islam, alors ils se lancent dans ou une acceptation superficielle ou une critique superficielle de l'islam et d'autres religions, et ils oublient que s'ils se sentent envahis par des religions étrangères, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu le sens profond de leur propre religion. Bien sûr. Non ? Que leurs autorités elles-mêmes ont détruit le sens de leur propre religion, ont trahi le sens de leur propre religion. Ces dernières années, la communauté de la Rose et de l'Épée s'est donc beaucoup axée, on va dire, sur la production artistique des brigandes. Là, on va dans quelque chose de plus concret. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives artistiques ou autres en cours ? Ça peut continuer si on nous laisse continuer. Or, on veut nous empêcher de continuer. Curieusement, un groupuscule comme le nôtre, qui n'a pas accès avec des productions musicales, qui n'a pas accès aux grands médias, est encerclé, on peut dire, complètement emmuré dans des attaques pour l'empêcher de se développer. Ces attaques sont venues d'abord du gouvernement, et puis de ses instruments médiatiques, et puis de calomnies répandues, de procès en sorcellerie finalement, jusqu'à des accusations d'assassinat. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de fin. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à se sortir de cet étouffement, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on veut vraiment nous éliminer ? C'est quelque chose quand même qui... Je ne suis pas en train d'exagérer, hein. On veut vraiment éliminer notre groupe. Qu'est-ce que ce groupe représente comme danger pour qu'on s'acharne autant contre lui ? Il n'y a jamais eu un seul journaliste qui a parlé positivement de nos chansons, pour dire qu'elles avaient une certaine qualité, alors qu'on en a déjà sorti 100 ou 120, qui sont certaines des tubes, qui sont excellentes. C'est pas parce que je les compose, mais c'est parce que c'est une création de groupe en même temps, c'est un produit qu'on offre, qu'on donne, et on nous interdit de le diffuser. Et sous des prétextes fallacieux, ils ont été chercher les prétextes politiques, tout ça s'est tombé. Maintenant, ce sont des prétextes toujours les mêmes. On est un groupe sectaire, on serait un groupe sectaire, alors que tous ceux qui nous visitent peuvent voir qu'on n'a rien de sectaire en réalité. Au contraire, on est très ouvert. On ne peut pas être plus ouvert que ce qu'on est. Très tolérant envers tout le monde, même si on est critique dans les chansons, parce que la parodie, la satire, c'est un style, n'est-ce pas ? Mais ce n'est qu'un style, c'est pas le fond en fait de ma pensée. Moi, je suis pas venu sur Terre pour critiquer et me moquer. Je suis venu pour construire quelque chose de positif, même si par moments il faut s'en prendre à ce qui est risible, on peut dire, ou à ce qui est
grotesque. Parce qu'on n'est-ce veut pas nous imposer sans qu'on puisse en parler librement. C'est ça aussi le but de tes chansons. C'est de pointer du doigt sur sur les sujets qui sont verrouillés au niveau de la liberté d'expression. Oui, mais je crois que quand on nous fait des procès sur nos productions de chansons, disant qu'elles étaient ceci, cela, incitation à la haine, etc., tout le monde peut regarder que c'est absolument faux. C'est un prétexte pour nous empêcher d'exister, n'est-ce pas, de survivre même, puisque quand on peut avoir un produit aussi encourageant qu'un succès dans le music hall, ça vous apporte tout de suite des moyens de survie qu'on veut nous empêcher d'avoir, n'est-ce pas, en censurant les chansons. Hein ? Bien sûr. Je le dis, aucune radio, aucune télévision, aucun média n'a jamais montré le côté artistique de notre travail. Ce n'est que de la dévalorisation, de la critique, de la diffamation, de la négation et même une volonté d'interdire, totalement d'interdire. Alors on survit, on essaye quand même de s'exprimer, mais comme disait Serge Gainsbourg, si on m'empêche de créer, je vais crever, il disait. C'est tout à fait vrai. Là, nous sommes un groupe de créateurs qu'on veut empêcher de créer. Donc on veut faire crever. Bien sûr. Mais il survit parce qu'il est solide. J'en ai tellement vu depuis 50 ans que ça va, je me suis fait une certaine résistance aux épreuves. Ouais, mais il y a des limites. Accusé d'assassinat, de tuer des gens, de laisser des gens mourir du cancer et tout. Toutes choses absolument fausses, démontrables, n'est-ce pas, sans aucun fondement. Mais qui sont repris par les médias et ils nous chargent avec ça. Ça peut me décourager, n'est-ce pas? Mais pour l'instant... Non, pour l'instant, ne pose pas la question, mais pour l'instant, je ne suis pas découragé. Ouais. Je continue. D'accord. Nous continuons, parce que si j'étais tout seul, évidemment, je serais pulvérisé. Mais comme vous êtes là et que vous avez chacun votre force interne, votre force de combativité, votre intelligence, vos capacités intellectuelles et artistiques et musicales, tout ça mis ensemble, effectivement, on représente un noyau solide, quelque chose de je dirais pas d'indestructible, mais il faut vraiment le gros mortier des médias pour arriver à nous effriter un peu le béton. Ça c'est bien, ça embraye sur autre chose, ça fait vraiment partie des credos, on va dire, de ta démarche. Tu as toujours dit l'union fait la force, c'est pour ça qu'on se met ensemble, c'est parce que c'est exponentiel même. À force de se mettre ensemble, en effet, c'est ce que tu viens de dire, quelqu'un qui est seul va se faire dégommer, mais à plusieurs, on peut tenir une possibilité pour l'avenir parce que quand on affaiblit, l'autre est là. Oui, non, mais la question est pourquoi est-ce qu'on veut détruire un groupe alternatif qui essaye de faire une expérience futuriste, n'est-ce pas? Voilà. Et en France, pays où l'État dit tout le monde doit vivre selon la règle du jacobinisme, la République une et indivisible. Vous n'avez pas le droit de fonder une communauté qui n'est pas alignée sur la République une et indivisible. Mais nous sommes dans la République une et indivisible, n'est-ce pas? Chez nous, certains vont voter, d'autres font ce qu'ils veulent. On est soumis à la loi de la République. Et on suit la loi de la République. Sinon... Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Qu'est-ce qu'il y aurait de dangereux dans notre démarche et dans tout ce qu'on a appelé les sectes, vous voyez? Qu'est-ce qui dérange les gouvernements tellement qu'il y ait des communautés qui se développent? Alors évidemment, il diabolise, il dit si des communautés se développent en dehors de contrôle de l'État, elles vont délirer, elles vont inventer n'importe quoi, elles vont faire n'importe quoi, il va y avoir des atteintes à la, à la dignité, des abus de faiblesse, etc. Faiblesse, oui. Mais c'est pas propre à des communautés ou à des groupes, c'est partout. Il y a atteinte à la dignité, abus de faiblesse dans les familles, dans les usines, absolument partout. Donc c'est faux, ça s'est avéré faux. Peut-être qu'il y avait des communautés un peu trop, je ne sais pas moi, délirantes, ça existe. Mais même ça, on a le droit de délirer. Est-ce que c'est pas un problème aussi très français, dans le sens que, par exemple, en Amérique ou en Angleterre, le problème se poserait beaucoup moins? En Angleterre,
on ne connaît pas la discrimination envers les communautés religieuses. L'Angleterre, d'ailleurs, il est envahi par l'islam parce que justement, il n'a aucun moyen de se défendre contre ça. D'abord, les hindous sont venus, etc. Puisque les Anglais étaient en Inde, l'Inde est venue, les hindous sont venus, et puis dans la mouvance hindoue est venu l'islam, mais l'islam pakistanais, etc. Vous voyez, cet islam-là, parce que ça avait une ouverture par l'Inde en Angleterre. Les Anglais ont toujours été un havre pour les gourous hindous, le mouvement Hare Krishna, etc. Les Américains, jusqu'à un certain point, parce que les Américains, la tolérance, elle est le premier article de la Constitution américaine, comment on appelle ça, le premier amendement, qui est liberté absolue de religion. Donc on n'attaquera pas sur les idées religieuses en Amérique, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que l'Amérique s'est fondée avec des sectes. Les Quakers venant d'Allemagne, etc., de Hollande, différents groupes. La Pennsylvanie était aux Quakers, un autre État était à un autre groupe religieux. Et progressivement, tout ça a fondé les États-Unis. Les États-Unis a été fondé par des mouvements religieux venus d'Europe, qui se sont organisés librement, donc qui étaient en fait des sectes qui vivaient en société normale, n'est-ce pas ? Des sectes, c'est pas péjoratif, disons des confréries. Alors la démarche américaine est totalement à l'opposé de la démarche française jacobine, qui elle, la France dite fille aînée de l'Église, sa révolution est une révolution contre la religion. L'Amérique est fondée par des religions. La République française est une révolution contre la religion. Et c'est dans les mœurs français, jacobins, c'est que ce qui est religieux est suspect. N'est-ce pas ? Parce que c'est irrationnel. La raison dit non, ce sont des croyances. Et puis il y a ce vieux conflit qu'il y a entre évidemment la maçonnerie et l'Église qui fait on est pris entre deux feux en quelque sorte. Ou on est de l'un ou on est de l'autre, mais il n'y a pas place pour autre chose. Vous voyez, ou vous êtes dans la franc-maçonnerie, ou quelqu'un on dit bon vous avez des idées ésotériques, etc. Mais vous êtes cadré, ou bien vous êtes catholique, protestant. Je ne parle pas du judaïsme qui est un cas à part, qui a toujours été un peu à côté tout en étant là et admis par tout le monde, surtout depuis Napoléon. Et nous, enfin les communautés comme nous de marge sont pour la République des formes de cancer. Ça ne devrait pas exister. On nous le dit d'ailleurs, c'est écrit dans les textes des rapports parlementaires sur les sectes, c'est non, les idées irrationnelles, ce sont des idées irrationnelles que vous développez, et la France ne le tolère pas. La France est le pays de la raison, la France est le pays de la science. On voit des lois, Abou-Picard et d'autres lois qui contestent. Alors, de ces lois qui contestent la raison et l'irrationnel, il y a des lois maintenant qui contestent les croyances même, si vous voulez, les opinions même politiques qui deviennent déviantes, qui deviennent interdites. Et finalement, toute forme de critique contre tout ce qui est institutionnel, comme cette loi Avia, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ça va aller. Alors, nous, on est un village gaulois, on résiste, on fait ce qu'on peut, mais la puissance de l'État est telle que, normalement, elle a le dernier mot quand elle veut imposer sa loi. En dépit, donc, de ce qui est le plus grave, c'est qu'il y a une violation permanente en France de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avec ces trois... Je dirais c'est les articles 18, 19, 20 que je connais bien, parce que j'ai bien étudié cette question-là. L'article 18, c'est liberté de religion et de pratiquer sa religion en public et au privé comme on veut. La deuxième, liberté de conscience et de penser, premier. Deuxième, liberté de religion et de pratiquer sa religion. Et le troisième, liberté de réunion, d'association, donc de communauté. Ces trois articles fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont, je dirais pas totalement violés en France, mais en voie d'être subvertis. Je pense qu'il y a un député dernièrement qui a dit « l'état de droit est en train de tomber dans le coma ». Coma, ça veut dire, vous voyez, c'est pas encore la mort, mais c'est déjà un état de non-droit.
Puis la situation Dès actuelle, l'instant où le gouvernement dit vos croyances sont irrationnelles, il attaque l'esprit, il attaque la religion. Dès l'instant où il dit la liberté de conscience et de penser, oui, mais pas plus loin que ça. Et ça, c'est le jacobinisme, hein, parce qu'il faudrait que vous regardiez la différence qu'il y a entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration des droits de l'homme de la République. C'est pas pareil. Ouais. La République est toujours on a le droit, sauf si la loi vous l'interdit. On a le droit de ceci, sauf si la loi vous interdit. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose pour vous empêcher d'aller plus loin. Et là, évidemment, avec l'esprit rationaliste français, c'est tout ce qui n'est pas officiel, en fait. Républicainement correct, on va dire. Et officiel. Ouais. Mais ce qui est c'est vrai que c'est très français, les idées irrationnelles, elles ont leur place dans la religion. Mais par contre, dans une minorité, par exemple, on peut aller se mettre sous l'eau à Lourdes quand on est un handicapé en espérant être guéri. Par contre, prendre des plantes aromatiques, ça devient déjà dérive sectaire. Oui, on voit que c'est l'idée irrationnelle. Si elle est dans une religion représentée, ça passe. Religion mais si officielle. une religion officielle, mais... Dans le cas d'une religion officielle, on ne vous embête pas. Dans le cas d'une religion minoritaire, voire marginale, vous avez des ennuis. Bien sûr, ça me permet de rebondir sur autre chose. Il y a certaines personnes, vu les derniers mois et la situation actuelle qui s'est mise en place, il y a des personnes qui nous ont dit, eh ben voilà, en fait, on voit que vous avez fait le bon choix. Vous, communauté de la Rose et de l'Épée, vous, clan des Brigandes, on voit que, en fait, vous avez anticipé, vous avez fait le bon choix. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose là-dessus? Dans le contexte actuel, on ne peut pas dire qu'on a fait le bon choix. On est cartonné à mort. Donc, on ne peut pas dire qu'on a fait un choix. On a fait le bon choix pour montrer quelque chose pour le futur. Mais pour l'instant, disons, notre petit laboratoire expérimental est pilonné et on veut le détruire. Alors, est-ce que c'est le bon choix? On verra. On verra si des vocations, des vocations se lèvent pour produire quelque chose de nouveau. Enfin, les gens, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont réaliser que la vie individualiste est une impasse. Elle va devenir un esclavage total, n'est-ce pas? Vous allez être rivé à un écran, soumis à des lois, tout seul dans votre coin, rivé, isolé des autres. Et là, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un esclave? Mais je pense que très peu vont s'en rendre compte avant longtemps, avant que ça devienne réellement une tyrannie qui va, comme on le prétend, nous injecter des programmes, on peut dire, dans les os ou dans le sang pour nous maintenir sur une certaine ligne de pensée, de conscience. Mais ça a l'air d'inquiéter personne, très peu de gens ont l'air de s'inquiéter de ça. Ils ne se disent pas, mais on n'a jamais vu ça sur la surface de la Terre. Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler l'humanité entière? On a toujours laissé les gens vivre, n'est-ce pas? Alors depuis 2 siècles au moins, et un siècle 20e et maintenant, surtout depuis l'an 2000, il y a un renversement total. Je crois que c'est Louis Powell, c'est du Figaro, qui avait dit c'est une normalisation mentale qui vient d'Amérique et qui va s'installer partout. C'est normal pour les autorités de normaliser la mentalité et la pensée des gens. Il faut la normaliser. Mais pourquoi? Pourquoi il faut normaliser, stériliser la pensée, la conscience? Après, c'est un autre sujet, c'est sûr, mais il y a tout l'aspect de la mécanisation de la société, le fait que la société devient une machine. La société devient une machine. Donc évidemment, tout devient standardisé, normalisé. Oui. Et puis ça me permet de revenir au premier sujet. Au final, tout ça, c'est comme si c'était une réaction au rayonnement de l'ère du Verseau qui s'intensifie. C'est comme si le monde se barricadait. Oui. Le monde est en train de se barricader, effectivement, se blinder dans la technologie. On voit la couronne de satellites qu'il y a autour de la Terre. C'est comme des milliers et des milliers. Les gens ne se rendent pas compte, qui doivent évidemment faire tampon avec des énergies cosmiques, hein, n'est-ce pas? La Terre est en train de se replier sur elle-même totalement, se blinder et
Parce qu'elle craint quelque chose, parce que sans doute quand on parle de l'ordre mondial, il a cette frénésie de vouloir tout organiser, tout concentrer, tout contrôler sous une même règle qui deviendra mondiale, n'est-ce pas? Sans plus d'échappatoire. Parce que jadis, quand on était dissident, on pouvait aller dans un autre pays et se réfugier ailleurs. Beaucoup de dissidents sur la Terre venaient se réfugier en France d'ailleurs, qui était pour eux un pays de liberté. Mais vous allez où maintenant, si vous êtes dissident? Puisque c'est la même loi qui va s'imposer partout. Et c'est ça qui m'a mobilisé pour dire il faut maintenant inventer des nouvelles formes de communautés, de structures sociales qui seront pacifiques bien entendu, mais qui vont se protéger de l'uniformisation et de la standardisation. Voilà. C'est ce que je pense. Mais bon, où est-ce que ça va? C'est entre nous. Pour quelques personnes qui nous écoutent. Ouais. Puis les autres, ils vont allumer la télé, lire le journal, regarder, écouter la radio, ils diront « Ah, j'ai entendu ça !» Un dernier mot? Non? Je pense qu'on va faire d'autres émissions pour pouvoir approfondir certains sujets. D'accord, on approfondira d'autres éléments si vous voulez. Moi, je suis d'accord. Comme ça, de façon peut-être même maladroite, spontanée. Mais c'est comme ça qu'on vit. À notre manière, ouais. On va pas se prendre la tête et réfléchir pendant des heures pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut demander. Qu'est-ce qu'il faut répondre. On répond. Comme ça vient. Et on pose des questions comme ça vient. Et comme ça vient. Très bien. Merci Joël en tout cas. Merci et beaucoup. puis à bientôt du coup.